merci d'être là. Alors, en présence, la question du nombre est importante, mais elle peut gêner aussi l'affirmation du particulier. Et au fond, celui qui va changer le monde, c'est celui qui porte la parole. Et c'est celui aussi qui reconnaît dans chacun des autres l'humanité incarnée. Hein, on dit celui qui sauve un homme sauve l'humanité. Ça me fait penser aussitôt à Aragon qui dit que la femme est l'avenir de l'homme. Elle est quand même bien maltraitée, cette femme, notamment dans les traditions arabo-musulmanes, qui nous imposent aujourd'hui le défi de l'accueil, mais aussi la question de la place de la femme dans ces sociétés, dans nos sociétés. Aragon a dit la femme est l'avenir de l'homme, ce qui veut dire que l'homme probablement est le passé de la femme. Donc c'est dans le regard des femmes que j'irai chercher, la lumière de Hanouka, de Noël, de l'Aïd, qui nous permettra de travailler à une fraternité, au fond, espérée, mais dans l'incarnation impossible, malmenée. Peut-être justement, ça me fait penser... Amos, viens chérie. Ça me fait penser au conflit israélo-palestinien, nécessairement. Hein. Je n'arrive pas à imaginer comment on n'arrive pas à faire la paix au Moyen-Orient, sachant que nous sommes frères et cousins, et sachant que les psychologues nous diraient qu'au fond la haine, principalement le cœur de la haine, c'est peut-être dans les fratries, dans les familles qu'elle naît. Le terme de frérocité n'a pas été créé pour rien. Hein. Peut-être que là où on peut faire la paix, c'est avant tout dans les familles. Hein? Dans les familles élargies. Hein? Mais la violence... Comment? Large problème. Large problème. Hein? Ok. Alors voilà, nous sommes réunis d'année en année. Sous l'arbre. Je crois que c'est un des ginkgo biloba, hein, offert par l'empereur du Japon en 1880 au dernier empereur de l'Allemagne, Guillaume II. L'empereur du Japon à l'époque, c'est, je crois, le 122e empereur. Et il offre ces 4 ginkgo, symboles de la vie, à celui qui va être le dernier empereur allemand. Alors je ne sais pas si cette offrande est liée à la volonté de faire la paix, ou si c'est la volonté de choisir ses alliés pour faire la guerre. En tout cas, moi je veux voir dans ces arbres le symbole de la vie, cette vie que nous, les hommes, malmenons, à tel point que nous avons créé, je crois, ce qu'on appelle l'anthropocène aujourd'hui. C'est la première fois qu'une espèce vivante sur Terre menace la Terre elle-même. Depuis la création de l'homme, donc depuis 5776 ans pour les Juifs, un petit peu moins pour les musulmans et 2016 pour les judéo-chrétiens. On ne va pas se battre pour savoir à quand remonte l'apparition du premier homme, qui était peut-être une première femme. Hein, peut-être c'était une noire, Lucie, du côté du continent africain, donc on ne va pas se battre pour la paternité ou la maternité du premier. Mais peut-être qu'on va aller vers l'avant, dans le sens où je me dis toujours qu'en tant que juif, si le fait d'être juif a du sens, c'est peut-être de laisser une place à la conversion. C'est peut-être de pouvoir se transformer de telle manière qu'au moment où les temps messianiques seront là, nous ne serons plus juifs, mais hommes, pour accueillir la justesse et la fraternité. Nous sommes là, viens Chaï, viens. Nous sommes là pour la mémoire de nos frères et sœurs juifs du 14 février 1349 qui sont morts parce qu'ils étaient juifs.
Et on s'est rendu compte qu'à la veille du massacre, je faisais référence à Saint-Nicole quand on a inauguré la rue Schwarber devant l'école internationale. Européenne. Ah, européenne. Pas pareil. Okay. L'école européenne. La veille, c'était un Shabbat. Hein. Donc, sans doute, nos frères et sœurs ont commémoré le Shabbat, non pas avec le Lecha Dodi, mais avec un autre chant d'accueil que peut-être tu vas retrouver au niveau, comment dire, historique. Mais en tout cas, ils commémoraient le Shabbat avant de mourir, sachant que le rituel a aussi cette vocation de permettre le rapport à l'éternité, puisque nous sommes de passage. Mais en tout cas, les rites, eux, nous survivent. Ils ont aussi cette fonction. Et donc, ces Juifs de Strasbourg sont morts le 14 février 1349, probablement là où il y a la chenille à la liberté. Oui, à la vie. À la vie, ok, à la vie. Le monument, on est là on réplique le monument aux morts. En écho alors à ce monument aux morts. Hein. Ce qui nous montre aussi que nous sommes dans la tentation de servir la vie, mais que probablement, au niveau des mécanismes qui poussent les hommes à s'affirmer, la pulsion de mort est certainement la plus forte et l'emporte sur la volonté de la paix. Donc il n'est pas impossible quand chacun d'entre nous, et ça se traduit aujourd'hui, quand nous sommes invités à ouvrir nos portes aux réfugiés syriens, et quand on se rend compte que ces frères et sœurs en humanité ne veulent pas venir chez nous, parce que de la Syrie, ils ont perçu notre incapacité à les accueillir, notre volonté de ne pas les accueillir, quand nous sommes dans cette position-là, probablement ont-ils dû percevoir notre capacité, non pas à les tuer directement, mais à favoriser les conditions de leur mise à mort. Quand on sait que 300 enfants, probablement dans les temps qui sont passés, en plus du petit Aylan, le petit Kurde, qui est mort et dont les parents ont obtenu l'asile, je crois, au Canada, hein, mais en dehors de cet enfant qui nous a tellement marqués par la photo qui a été prise de son corps sur les plages grecques, il y a des centaines d'enfants qui meurent quasiment tous les jours en cherchant à atteindre, à partir de la Turquie, les côtes grecques. Comme si le fait d'arriver sur les côtes grecques était le sauf-conduit pour vivre. Peut-être que leur volonté de vivre devrait nous dicter la nôtre et faire en sorte que nous réfléchissions aux conditions ici d'un accueil inconditionnel. Comment réfléchir à la question du rapport à la mort de ses frères et sœurs? Ils sont morts de manière inconditionnelle parce qu'ils étaient juifs. Pourquoi aujourd'hui ne pas travailler à mettre en place les conditions d'un accueil inconditionnel pour la vie? Pourquoi mettons-nous en œuvre des énergies folles pour favoriser la mort et non pas pour, au contraire, accueillir la vie? C'est des questions que cette cérémonie nous pose chaque année depuis 15 ans au moins. Nous avons, depuis une quinzaine d'années, avec le cercle Tafel, convoqué la mémoire de ces Juifs de 1349 et convoqué, au-delà de cette mémoire, celle de Peter Schwarber, le maire de l'époque, dans une ville de Strasbourg ultra-moderne, ultra-démocratique, une des villes les plus accomplies en termes de démocratie à l'époque, et c'est peut-être parce que c'est une des plus accomplies qu'elle va s'autoriser à mettre à mort une partie d'elle-même, au prétexte qu'elle est juive, mais probablement au prétexte de la supériorité intellectuelle de la ville à l'époque, qui autorise, comme à l'époque du nazisme, les nazis, c'est le plus de prix Nobel de médecine en 1933 pour l'Allemagne. C'est les juristes qui adhèrent au parti nazi avec les médecins sans y être obligés, et donc 1349 fait écho à 1933 dans notre esprit, et à chaque fois, ce sont les cultures les plus accomplies qui s'autorisent à mettre à mort une partie d'elles-mêmes au nom de la supériorité intellectuelle et au nom d'une anthropologie raciale qui fait qu'on peut hiérarchiser, comme les insectes, on peut hiérarchiser les hommes et les femmes, au nom de cette anthropologie raciale qui continue
aujourd'hui à avoir des effets. On n'a même plus besoin de l'enseigner dans les facultés de médecine. Aujourd'hui, les médecins trient leurs patients et n'accueillent pas les plus fragiles d'entre eux. C'est ce que je vais modestement mettre en lumière avec moins de talent que Dipan, mais dans un film qui va sortir sur l'activité au cabinet, Le Divan du Monde. Il va sortir en salle le 16 mars au Star. L'avant-première, c'est le 14 mars, donc on va, avec le livre qui l'accompagnera, essayer d'interroger la question de l'effet de l'anthropologie raciale, qui aujourd'hui n'a plus besoin d'être enseignée dans les facs de médecine pour avoir des effets et imposer à nos jeunes collègues le tri des patients, reconnaître les plus fragiles parmi eux pour ne pas les accueillir dans les cabinets de médecine libérale. Je schématise, je simplifie, mais c'est ça où nous en sommes. Et ce lien ne m'étonne pas, dans le sens où peut-être qu'au fond notre société tellement évoluée, tellement cultivée, eh bien, au fond elle s'est autorisée à hiérarchiser et à chacun dans son environnement de mesurer les effets de cette hiérarchisation dans l'accueil des plus fragiles dans notre quotidien et dans la convocation de nos responsabilités chaque jour. Peter Schwarber a essayé de sauver ces juifs et de s'opposer à leur mort par légalisme probablement, parce que ces juifs étaient citoyens de la ville de Strasbourg et qu'ils payaient leur impôt. Il a essayé de les sauver non pas parce qu'il avait une vision spiritualiste du monde, mais parce qu'il avait une vision noble de l'exercice de sa charge de maire. Et pour cet acte-là, il a tout perdu sauf la vie. Il a été exilé à Benfeld. Il a perdu sa charge. Il est mort en exil à Benfeld. On essaye d'obtenir une rue Schwarber à Benfeld et on a l'accord de la mairie. Il a perdu la moitié de sa fortune. Je crois qu'on lui a laissé l'autre moitié pour ses enfants, ce qui était quand même un égard par rapport à lui. Mais en tout cas, grâce à Nicole Dreyer ici, qui a toujours œuvré pour soutenir les actions du Cercle, nous avons pu obtenir ce qui est Menachem Tafel en 2011, inauguré par Roland Ries et la municipalité de Strasbourg. Et Nicole a poursuivi son œuvre et nous a permis d'obtenir la rue Peter Schwarber le 9 juillet dernier devant l'école européenne, cette fois-ci. Et voilà ce que je voulais dire. Peut-être je termine avant, Nicole, de te laisser la parole. Je voulais terminer sur... Nous sommes samedi, juste comme ça, ce que j'avais chanté peut-être devant l'école européenne. Les Hadodi Vikat Kala Ene Shabbat Nekabela Les Hadodi Likat Kala Ene Shabbat Nekabela. Ma chère Nicole,